Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler du design, cinquième roue du carrosse de l'agilité. Donc, tout d'abord, merci aux sponsors sans qui l'événement n'aurait pas lieu. Et bien sûr à l'Agile Tour de m'accueillir. Je me présente rapidement, je m'appelle Noémie, je suis senior product designer depuis 14 ans à Bordeaux et je suis actuellement designer chez OnePoint. Je fais pas mal de conférences sur l'inclusivité. C'est la première fois que j'en fais une sur le design. J'ai jamais vu autant de monde. Donc je pense que le problème, c'est mes sujets. Et après, je fais aussi partie des Duchesses France, qui est une communauté qui regroupe les femmes dans la tech en France. Donc voilà, on a un Slack, pour échanger sur plein de sujets et se soutenir dans l'environnement qu'est la tech. On va mettre un peu de contexte. Donc, la valeur d'un produit, ce n'est pas uniquement dans ce que livrent les développeurs à chaque sprint. Elle est aussi dans l'UX que l'on crée. Et ça, c'est le rôle du design. Mais dans les projets agiles, la place du design, elle est souvent bancale. C'est-à-dire on ne sait pas comment l'inclure dans les process déjà mis en place. On la considère comme peu important. Et c'est souvent traité en dernier, voire pas du tout. Pourtant, il a toute sa place dans la chaîne de valeur et on va voir ensemble comment l'intégrer pertinemment. Donc on va voir d'abord qu'est-ce que c'est le design, histoire qu'on soit tous raccords sur ce que c'est. On verra la différence entre l'agilité et le design, les ressemblances entre le design et l'agilité, le design au sein du produit, donc sur une vision macro. Après, comment le design s'organise, donc ce sera plus micro. Et après, comment le design alimente le délivré. Tout d'abord, le design, c'est quoi? Donc, pour certains, c'est un pinceau. Donc, le designer, il arrive, il vient mettre son petit coup de pinceau à la fin. Je fais les petits trucs jolis. Voilà, je suis vraiment que sur l'esthétique. Pour d'autres, le design, c'est juste des maquettes. Donc, en fait, c'est juste des écrans, des interfaces. Et les interfaces, elles sont livrées. Et voilà, on a fait du design. Le design, c'est bien plus que des maquettes. Donc là, effectivement, sur l'iceberg, on pense conception, maquette, UX, UI, mais en fait, il y a recherche utilisateur, analyse de données, test utilisateur, arborescence, stratégie, atelier d'idéation, atelier de co-conception, design system, prototypage, on a mood board, brand book, logo. Donc en fait, c'est bien plus que des maquettes. Et on peut le regrouper en 3 grandes thématiques. Donc la user research, donc vraiment l'étude des utilisateurs. Le product design, donc vraiment la conception, et après la direction artistique qui est plus côté logo, brand book, donc vraiment identité de marque. En design, on utilise pas mal de méthodes, mais la plus connue, c'est celle du double diamant. Donc le principe est simple, c'est que sur le premier diamant, on va être dans une phase de découverte, donc on va faire de l'interview interne, recherche utilisateur, étude de marché, analyse de conversion, donc plein de choses. À partir de ça, on va synthétiser, on va prioriser, on va trouver un challenge à résoudre. À partir de là, sur le deuxième diamant, on va faire de l'idéation. Donc vraiment, on va essayer de trouver un maximum de solutions pour résoudre le problème qu'on a choisi. Et ensuite, on va forcément converger vers une solution ou un mix de solutions si c'est possible. Et on va le prototyper et le tester auprès de vrais utilisateurs. À partir de là, normalement, alors, soit vous êtes complètement trompé et les utilisateurs ont dit non mais ça ne va pas votre produit, je ne comprends rien. Soit vous avez des retours minimes où vous faites des correctifs et après vous avez votre prototype du MVP pour après justement partir un peu plus côté développement, côté délivré. Côté définition de design, donc je vous ai évité le parpaing de Wikipédia sur ce que c'est le design, donc j'ai pris l'essentiel. Donc un des rôles du design est de répondre à des besoins, de résoudre des problèmes, de proposer des solutions nouvelles ou d'explorer des possibilités pour améliorer la qualité de vie des êtres humains. Si vous voulez lire Wikipédia en entier, vous pouvez aussi. Les designers ne sont pas tous les mêmes. Donc effectivement, il y a différents types et rôles de designer et chacun va avoir son expertise et son périmètre spécifique. Donc là, par exemple, si on est en découpe en recherche, idéation, prototypage et implémentation, par exemple, le product designer qui est plus orienté business, il va avoir un périmètre beaucoup plus large. Le designer qui est orienté exclusivement utilisateur, il va avoir un périmètre un peu plus restreint.
On va avoir l'UI designer qui est plus près de l'implémentation, qui va travailler avec les intégrateurs. On va avoir le user researcher qui est beaucoup plus en amont sur l'étude utilisateur. On va aussi avoir le design ops qui est vraiment plus sur la gestion opérationnelle de l'équipe en interne et sur sa relation avec les équipes, les autres équipes. On a le full stack designer, bon ça c'est la licorne, hein. Il n'y en a pas beaucoup, peut-être pas, j'en ai jamais vu. Et après on a d'autres rôles comme le motion designer en fait qui va être là pour travailler les micro-animations dans les applications ou dans les services. Il y a plein d'autres rôles, il y en a qui s'en vantent chaque jour sur LinkedIn, donc j'ai pas mis la liste entière. On peut se poser aussi la question pourquoi faire du design? En fait, 70% des business en ligne échouent à cause d'une mauvaise expérience utilisateur. L'expérience utilisateur intentionnelle et stratégique peut potentiellement augmenter les taux de conversion de 400%. Et moins 50%, c'est la diminution moyenne du temps de développement nécessaire pour un projet grâce à l'UX. Et Airbnb valorise à 10 millions de dollars le fait d'éviter des échecs grâce à l'UX. Donc en fait, c'est vraiment un levier puissant pour le business et il y a tout intérêt à l'intégrer dans tout type de projet et même les projets agiles. Ensuite, agilité et design. Donc, le manifeste agile et Scrum ne parlent pas de design. Je parle de Scrum parce que c'est l'un des frameworks les plus utilisés en entreprise. Scrum ne parle pas du rôle de designer, de phase de conception de produit, ni de recommandations précises pour les activités de conception. Donc là, sur l'illustration du manifeste agile, on ne parle pas d'utilisateur, on ne parle pas de design, il n'y a pas du tout ces mots-clés-là. Par contre, Scrum, dans le Scrum Guide, il indique que les Scrum Teams sont pluridisciplinaires, que leurs membres ont toutes les compétences nécessaires pour créer de la valeur à chaque sprint. Donc dans ce cas-là, avec les développeurs, on pourrait retrouver autant les designers que les QA. Les deux, ils ont des approches différentes. Donc au niveau de l'incertitude, le design, il a tendance à vouloir approfondir la compréhension pour proposer des conceptions adaptées, donc vraiment aller creuser, avoir toutes les informations pour avancer. Côté agilité Scrum, on va avancer avec un certain niveau d'incertitude pour le développement d'un produit. On va aussi avoir le timeboxing. Donc effectivement, en design, ça va être difficile d'estimer la charge ou le délai nécessaire sur la recherche, sur la création, sur l'innovation, sans altérer la qualité du résultat. Donc si vous me mettez une fourchette très courte, alors moi j'ai besoin de beaucoup de temps pour faire mon design ou ma recherche utilisateur, la qualité de ce que je vais produire va être altérée. Côté Scrum Agilité, en fait, ça a pour principe de définir des temps nécessaires pour une tâche, une itération, une cérémonie. Ensuite, on a aussi le désalignement des calendriers. Donc effectivement, je disais, côté design, recherche, exploration, itération, ça nécessite du temps. Côté agilité Scrum, ça fonctionne généralement avec des itérations ou des sprints courts. Ne pas avoir un état d'esprit santé utilisateur. Donc, le bon design, le vrai design, il doit répondre pleinement aux besoins des utilisateurs. Côté agilité Scrum, donc il y a la théorie et la pratique, on est souvent on priorise la livraison de fonctionnalités dans des délais courts. Donc il faut qu'on livre de la fonctionnalité et on n'est pas forcément centralisateur quand on a dans ce mindset-là. Le design agile dans son essence. Donc là, on va avoir effectivement les points communs entre les deux. Donc ils ont une philosophie commune, flexibilité et adaptation. Donc le design il évolue au fur et à mesure que des nouvelles informations sont découvertes. Donc en fait, on va aller recueillir des informations auprès des utilisateurs et en fonction de ce qu'ils nous disent, en fonction de ce qu'on synthétise, en fait, on va être obligé de s'adapter. Côté agilité Scrum, les priorités elles peuvent changer en fonction aussi des retours et du contexte. On va avoir aussi le côté itératif et incrémental. Donc, côté design, on va procéder par des cycles de conception, de prototypage, de test et d'ajustement. Donc, c'est tout le temps de cette manière-là pour ajuster et améliorer notre produit. Et côté agilité Scrum, on utilise des sprints pour livrer des versions successives du produit. Les deux ont aussi des visions similaires. Donc, orientées vers la valeur. Côté design, on crée de la valeur pour l'utilisateur, dans un monde idéal. Et côté agilité Scrum, chaque incrément de sprint doit apporter de la valeur au produit. Pareil, dans un monde idéal.
Et une approche centrée sur l'utilisateur. Donc, côté design, c'est chercher à résoudre les problèmes des utilisateurs et à répondre à leurs besoins. Et côté Agile Scrum, c'est se concentrer sur la satisfaction du client en livrant continuellement de la valeur. On est aussi sur des méthodes alignées. Donc, priorisation, côté design, on est obligé de hiérarchiser les fonctionnalités et les éléments en fonction de leur impact sur les utilisateurs ou sur l'expérience. Donc, de toute façon, on ne peut pas tout faire en même temps, on ne peut pas tout traiter. Donc, on va prendre le plus important, le plus impactant pour l'utilisateur et ce qui va vraiment aussi répondre à son besoin premier. Et côté Agile Scrum, on utilise le backlog pour prioriser les tâches. On est aussi sur de la collaboration interdisciplinaire. Donc, côté design, effectivement, entre les designers de différentes expertises, puisque vous avez vu, on a plusieurs types de designers. Donc, si on a des très éloignés, ils peuvent ne pas parler le même vocabulaire. Mais aussi avec en fait, toutes les parties prenantes, les PO, les développeurs, il faut qu'on communique avec d'autres équipes. Et côté Agile Scrum, avec le PO, le Scrum Master, les autres développeurs et développeuses de différentes expertises, mais aussi bien sûr les designers. On va avoir aussi en point commun tester rapidement et continuellement. Donc livraison rapide de valeur. Donc côté design, on va faire des prototypes, des concepts qui peuvent aussi rapidement être développés pour tester des idées. Donc voilà, dès qu'on a une idée, on va la prototyper, on va faire un wireframe, on va faire un petit truc, on va le montrer aux utilisateurs et avoir du feedback pour ne pas aller plus loin si ça ne correspond pas du tout à ce qu'ils attendent ou qu'ils ne comprennent pas du tout ce qu'on a conçu. Et côté Agile Scrum, à travers des incréments de produits fonctionnels. Et bien sûr, test et feedback continu. Donc le feedback côté design, il est souvent recueilli avec les tests utilisateurs et des ateliers comme des focus group, on peut avoir du feedback. Et côté Agile Scrum, le feedback des utilisateurs ou des clients, il est intégré dans chaque sprint. Ensuite, on a aussi l'approche visuelle. Donc, une documentation légère et évolutive. Donc, côté design, on va forcément favoriser des croquis, wireframes et prototypes. C'est toujours mieux que d'écrire tout. Si je devais décrire toutes mes maquettes à l'écrit, ce serait compliqué. Et côté Agile Scrum, Scrum a préféré des artefacts dynamiques comme le backlog. Et on va avoir aussi une présentation visuelle des informations, comme quand je disais pour le design, mais en fait on est sur du wireframe, des maquettes, des prototypes animés, donc c'est vraiment visuel, c'est compréhensible. Et les prototypes animés, c'est beaucoup plus compréhensible et parlant plutôt que de devoir l'expliquer. Là, ça va s'animer comme ça va passer de cet écran-là à cet écran-là. Et côté Agile Scrum, le product et le sprint backlog qui sont des représentations visuelles des informations. Et bien sûr, tout ça, c'est accessible à tout le monde. Alors que les valeurs agiles semblent construites sur mesure pour les designers, on constate pourtant encore souvent que la phase de design se fait en dehors du projet, créant un silo entre la conception et la fabrication. Donc on va voir maintenant comment le design s'intègre au sein du produit, donc vision macro. Donc l'intégration design, je me suis basée sur deux articles de Tiga et Nielsen Normal Group. Tiga, c'est une référence en produit, Nielsen Normal Group, c'est une référence en design. Ils ont chacun écrit sur un article sur la mise en place du design dans le produit, avec les avantages et les inconvénients. Donc on va se focaliser sur 3 modèles. Pardon. Le product design dans une organisation centralisée, dans une organisation décentralisée et après centralisée au niveau de la tribu. Donc sur le premier modèle, on a un studio interne qui regroupe l'équipe de product design. Donc le studio, il est là avec le head of product. Et après, on a les tribes et chacun a son head of product avec ses squads. Le principal avantage, c'est la synergie entre les product designers, c'est-à-dire qu'ils sont tous ensemble, ils peuvent échanger facilement. Donc c'est hyper important forcément pour monter en compétences. Ça permet aussi de créer des expériences cohérentes dans les interfaces, parce qu'en fait c'est plus facile d'échanger. Ça favorise aussi la culture design, puisqu'ils sont tous ensemble. Ça leur permet aussi de travailler sur des projets variés, comme ils sont vraiment descopés de la tribu. En fait, ils peuvent changer de projet et du coup amener de la diversité et eux s'enrichir.
C'est aussi un gain d'efficacité puisqu'ils peuvent communiquer et du coup mutualiser ce qu'ils font. Et forcément, ça renforce la montée en compétences puisqu'on peut être avec des designers seniors, des designers juniors, et du coup apprendre plus rapidement de nos pairs. Le principal inconvénient, c'est loin des équipes produits. Donc effectivement, comme ils ne sont pas intégrés aux équipes produits, la communication avec le PM, les PO, elle peut être plus difficile. Ça va aussi réduire la visibilité pour le designer sur la priorisation dans le produit et sur le planning des équipes. Ça va aussi réduire la responsabilisation du designer par rapport au delivery. Comme en fait il est un peu déscopé de tout ça, bah, ok, moi c'est pas mon affaire, j'ai donné mes designs, voilà. Ça peut aussi augmenter le risque de production de maquettes impossibles à implémenter. Donc, le designer, il a conçu l'interface parfaite, elle est super belle, il y a plein d'animations, et le développeur, il arrive, non mais ça, c'est pas développable, ou ça va coûter mais beaucoup trop cher par rapport à la valeur que ça apporte. On peut aussi avoir le fait que le designer, il va devenir le goulot d'étranglement des équipes de livrée. Donc en fait, tout doit passer par lui. Et il faut qu'il arrive à tout sortir pour alimenter tout le monde. Et ça va aussi développer une relation un peu client-fournisseur vis-à-vis des squads. Donc en fait, le designer, il est en prestation pour les équipes delivery et il y a des comptes à rendre et ça peut générer certaines frustrations. Ensuite, le deuxième modèle dans une organisation décentralisée, donc là c'est l'intégration complète aux équipes produits. Donc là effectivement quand on zoome sur la squad, en fait on a le ou les product designers avec un lead ou pas qui est intégré dans la squad avec les devs, le Scrum Master, le QA et qui travaille avec le PM. Le principal avantage, c'est en fait le designer il est proche du produit et il est disponible pour tous les membres de la squad. Donc, ça favorise forcément le travail, la relation, les échanges avec toute l'équipe. Ça le responsabilise par rapport au modèle précédent où il était très éloigné. Là, il est vraiment très proche du produit, donc ça le responsabilise sur son implication. Ça simplifie aussi l'itération. En fait, je suis directement avec les développeurs, le PM, donc c'est beaucoup plus facile d'itérer sur les maquettes s'il y a un ajustement à faire. En termes d'inconvénients, le principal inconvénient, c'est que les designers on est loin des autres designers, donc pas de partage de connaissances, puisqu'on est chacun réparti dans une squad et il n'y a pas forcément l'opportunité d'échanger. Ça augmente aussi le risque d'une UX fragmentée. Donc, par rapport au modèle précédent où on avait l'UX cohérente, parce qu'ils étaient tous ensemble. Là, le fait qu'ils ne sont plus ensemble, on peut avoir des interfaces en fait, qui sont différentes ou vraiment, on passe d'un écran à l'autre. Est-ce qu'on est sur le même produit? Je caricature, hein, mais voilà. L'inconvénient aussi, c'est que ça va créer des inégalités sur la charge de travail. C'est-à-dire qu'effectivement, je vais avoir un sprint, en fait, je vais peut-être avoir du boulot en tant que designer, mais en fait, d'un sprint à l'autre, je vais peut-être pas avoir autant de boulot. Et en fait, comme je suis dédiée à la squad, je fais quoi? Aussi, bon, ça rejoint effectivement le principe, loin des autres designers, donc pas de partage de connaissances, montée en compétences beaucoup plus difficile, parce que j'ai pas mes pairs pour travailler et pour m'améliorer. Et forcément, ça va compliquer la culture design, puisque les designers sont dispatchés. Le dernier, c'est centralisé au niveau de la tribu. Donc les product designers, ils travaillent pour toute une tribu et donc plusieurs squads. Donc là, ils sont à ce niveau-là et du coup, ils travaillent avec 3 squads chacun. Le principal avantage, c'est que les designers sont proches du produit et disponibles pour tous les membres de la tribu. On va aussi avoir une UX cohérente au niveau de la tribu. On va avoir du coup plus un côté communauté puisqu'il y a plusieurs designers. On est un peu plus sur la culture design. Collaboration avec les pairs aussi. Ça responsabilise aussi les product designers. Forcément, ils sont plus proches du produit, donc sur ce qu'ils produisent.
Et il y a un gain d'efficacité dans le travail du point de vue de l'allocation du temps. Comme je disais par rapport au modèle précédent, en fait, sur la squad, si j'ai rien à faire, ben, j'ai rien à faire, quoi. Donc là, vu qu'il y a plusieurs squads, on peut switcher. Là, je vais travailler sur ça avec la première squad. Après, je travaille sur ça avec la deuxième squad. Donc le designer est plus facilement plus occupé. Et en principal inconvénient, c'est quand même loin des autres designers. Donc il n'y a pas de partage de connaissances. Effectivement, le product designer, il est là, il va être là, il va être là. Après, en fait, on a les designers spécialistes. Donc UX Writer, User Researcher, Design Ops. Donc on est quand même loin de ces personnes-là. Donc on a quand même une perte d'échange qui serait quand même bénéfique aux designers. Et c'est le seul inconvénient que j'ai. Donc c'est bien. Au niveau de Team Topology, donc Team Topology, ça a été écrit par Matthew Skelton et Manuel Pais, je ne sais pas le dire. Ça décrit les comportements et les interactions d'équipes efficaces qu'eux, ils ont constatés dans leur propre travail. Il y a 4 topologies d'équipes. Donc on a la Platform Team, on a la Complicated Subsystem Team, on a les Enable Team et on a les Streamline Team. Donc on en a 4. Et elles ont, en tout, il y a 3 modèles de collaboration. Donc on va avoir collaboration, X as a service et facilité. L'objectif de Team Topology, c'est de mettre en évidence les moyens de communication entre les équipes et de les optimiser. Ça va permettre d'accélérer la fréquence de déploiement, renforcer la culture organisationnelle et accroître la collaboration entre les différents services. Donc si on se base sur Team Topology, au niveau d'un projet, l'équipe design elle est qualifiée d'équipe de sous-systèmes compliqués, donc Complicated Subsystem Team. Donc le design, en fait, on va avoir les squads de dev ici, et en fait le design il va se positionner en tant qu'expert pour alimenter les squads. Donc ça peut être en collaboration ou as a service en fonction de la maturité de l'entreprise. Pour faire le parallèle avec Unfix, ça correspond aux capabilités crew. Alors, est-ce qu'il y a un modèle à retenir? Quel que soit le modèle retenu, pour que l'expérience utilisateur sur un site ou une application soit optimale, il faut qu'elle soit cohérente d'un bout à l'autre de son parcours. L'utilisateur il ne doit pas ressentir l'organisation qui s'opère en coulisses. C'est-à-dire que peu importe la manière dont va être organisé, l'utilisateur il ne doit pas le savoir, il ne doit pas le comprendre dans le produit. Du coup, le choix il va se faire en fonction du type et du nombre de designers que vous avez, ainsi que des feature teams ou des squads, en garantissant effectivement le bon fonctionnement de l'équipe design. En exemple, je vous montre Spotify. C'était avant 2013. Donc là, on a exemple des interfaces où on a le site web, l'application desktop, on avait l'application Windows Phone. Et après, il y avait iOS, Android. Donc là, en fait, quand on voit les interfaces, on se demande est-ce qu'on est sur le même produit. On voit bien du coup que les designers travaillaient en silo et qu'il n'y avait aucun partage d'identité ou de composants ou de quoi que ce soit. Ils sont restés en incohérence jusqu'à 2013 et du coup pour solutionner ça, ils ont fait un rebrand et ils sont partis sur un design system. Il y a un article entier sur ça sur le site de Spotify Design qui l'explique plus en détail. Mais l'idée, c'est de ne pas arriver à ça. Ensuite, comment le design s'organise? Donc là, on est un peu plus sur une vision micro. Donc, est-ce que, si le projet et l'équipe de développement est basé sur une philosophie agile et qu'utilise le framework Scrum, est-ce que le design doit être dans la même philosophie et utiliser le même framework pour pouvoir travailler avec eux? Donc, le cycle en V, j'ai déjà mis un pouce vers le bas. Donc là, c'est effectivement, on imagine, c'est le design, il fait ses maquettes, il fait tous ses trucs, il termine, il livre, il donne aux développeurs, les développeurs se débrouillent. Le problème, c'est qu'en fait, dans le design, on va forcément avoir besoin d'itération et d'échanger avec les développeurs. Déjà, sur la faisabilité, sur le coût, il va falloir itérer et c'est mieux que le designer itère sur ses designs plutôt que ce soit les développeurs qui itèrent sur son design. Donc, cycle en V, pas top.
on peut aussi avoir le designer dans l'équipe Scrum. Donc là, si on a un designer membre de l'équipe, on va avoir comme problème qu'en fait, on va un peu oublier la user research. Donc tout ce qui est vraiment orienté étude des utilisateurs, c'est pas trop delivery, du coup, on ne va pas forcément s'en occuper. Comme je disais aussi, le fait que le designer soit aussi dans une équipe, en fait, la quantité de travail peut fluctuer, c'est-à-dire que d'un sprint à l'autre, en fait, je peux ne pas avoir la même quantité de travail. Et après, on peut se poser la question, mais du coup, je mets quel designer dans l'équipe, qu'est-ce qu'il va faire, où est-ce que je mets les autres designers, donc voilà, comment j'organise tout ça. Ensuite, on peut avoir le design en Scrum. Donc, ça veut dire que le design est en Scrum en parallèle des équipes de développement qui sont aussi en Scrum. Le problème avec ça, c'est qu'en fait, on va rallonger le time to market. C'est-à-dire que moi, en tant que designer, je suis dans un sprint de 2 semaines. Ok, je fais 2 semaines à faire mon design. Après, il y a un sprint de 2 semaines de développement. Donc, en fait, entre l'idée qu'on a trouvée et le moment où ça va partir sur le marché, ce sera écoulé 1 mois. C'est trop long et en fait, on peut passer à côté de certaines choses. Et après aussi, mais pareil, en fait, on va oublier toute la user research. Ça va être compliqué de la mettre dans du timeboxing. Le timeboxing, il va être contraignant aussi sur la priorisation. Parce que moi, en tant que designer, je ne bosse pas dans ce modèle-là. Et en 4 jours, on peut me dire « Ah non, mais cette US, elle est dépriorisée, il faut partir pour complètement autre chose. » Si ça met en péril tout mon sprint et mon sprint goal, je fais quoi en fait? On casse le sprint tout à chaque fois. Et après, le dernier modèle, c'est le Kanban, Kanban, comme vous voulez. Moi, celui-là, c'est celui dans lequel je travaille le plus souvent parce que c'est le moins contraignant, parce qu'on n'a pas forcément de timeboxing par rapport à Scrum. Et la priorisation et l'ajustement, c'est beaucoup plus facile. Et en fait, on peut tous les designers, n'importe quel périmètre, expertise, on peut être sur le même Kanban. Si on repart sur Team Topology, donc avec un zoom sur l'équipe design, on peut imaginer d'avoir une streamline team équipe product design, avoir une streamline team équipe design system et avoir une complicated subsystem team user research. Dans cette configuration-là, donc là, je pense qu'on est à un niveau quand même assez mature en design pour avoir une composition comme ça. On va imaginer qu'en fait, l'équipe design system, elle va collaborer avec l'équipe product design, parce qu'elles vont les alimenter en composants. Donc, au début, au moins pour construire, pour s'améliorer. Et après, en fait, ça va être as a service, parce qu'en fait, l'équipe, elle va juste taper dans ce que produit ici l'équipe design system automatiquement. Les composants, en fait, j'ai même plus besoin, je récupère, ils sont bons, ils ont vérifié, j'avance. Et l'équipe product design, elle va collaborer avec la user research, donc une équipe avec une expertise, souvent au niveau du projet, au début du projet, où en fait ils vont donner de la matière pour justement concevoir les interfaces. Là, je vais vous parler un peu plus concrètement. Donc là, c'est un peu plus des règles sur des projets que moi j'ai faits dans des contextes différents. Donc le premier, c'est prestation produit. Donc dans un contexte où on avait 2-3 PO avec chacun son équipe de développement, un seul designer, on était en méthode agile Scrum, environnement mobile, Xamarin si ça vous intéresse, et plusieurs applications mobiles en simultané. Donc premièrement, on avait, c'était moi surtout, un backlog design. Donc on avait des backlogs qui s'enchaînent de l'affinage avec le métier aux éléments prêts pour le sprint. Donc en fait, le PO, il avait son backlog avec tout ce qu'il recueille auprès du métier, voilà, des choses plus ou moins claires. Et une fois que c'était assez affiné, qu'il avait assez d'informations, en fait, ça passait, moi, sur mon backlog, ready to design. Donc j'avais mon US et je pouvais travailler, itérer dessus. Une fois que j'avais terminé, moi, ma tâche passait à done et du coup, ça indiquait aux développeurs que la tâche, elle était prête en design. Ça permet aussi, effectivement, d'avoir une visibilité, comme tout est pris. Enfin, moi, le PO me priorisait aussi, côté design, les sujets les plus importants que je vais traiter en premier. Ce n'était pas moi qui choisissais. Avec les backlogs, on avait aussi des tickets design, donc en fait, des tickets spécifiques reliés aux US.
Donc effectivement, le PO, il avait son US global qu'il avait dans son backlog. Et moi, j'avais une petite tâche design spécifique avec mon petit icône et tout. Et ça lui permettait d'avoir de la visibilité quand il voulait construire son sprint. Ok, est-ce que cette US, je peux la prendre? En fait, le design, il n'est même pas commencé, c'est pas possible. Le design est terminé, du coup, c'est bon, on peut voir en détail avec les développeurs si on peut le prendre. On avait aussi le design dans la definition of ready. Donc, comme je disais, les tickets. Le ticket design doit être terminé pour pouvoir prendre l'US dans le sprint. Après, si je suis sur la fin, je suis sur les détails, on parle quand même entre nous et ils peuvent le prendre et moi, je sais ce que j'ai à faire en priorité. Et on avait aussi le design dans la definition of done. Donc là, sous forme d'affiches, donc j'avais travaillé avec les développeurs, on avait fait plein d'affiches à mettre dans les bureaux et ça a intégré la vérification design. Donc sur le poster, comme j'étais le seul designer, il y avait marqué « Valider l'intégration design avec Noémie » sur téléphone, tablette, iOS, Android. Donc le développeur, dès qu'il avait fini son US, en fait, il me disait « Est-ce que tu es dispo ?» Et il est arrivé avec plusieurs devices et il me faisait tester sur tous les ratios. Au moins iOS, Android, téléphone, tablette. Et moi, du coup, je testais les rendus et on ajustait en conséquence. Et à terme, en fait, ça a créé... plus on faisait ça, plus les développeurs étaient rigoureux dans ce qu'ils intégraient. Et en fait, plus ça allait, moins j'avais de retour à faire. Parce qu'avant, c'était assez frustrant pour eux. C'est-à-dire qu'on arrive le jour où ils font une partie de démo. Et en fait, moi, je teste l'application dans tous les sens. Et là, je fais « Ah non, mais là, c'est cassé, là, ça va pas et tout. » Mais je fais « Mais c'est pas la bonne typo, c'est pas la bonne couleur, c'est pas la bonne taille. Est-ce que tu as regardé les maquettes ?» Et là, c'est hyper frustrant pour eux de dire « Je pensais avoir fini mon US et en fait, il va falloir que je retourne dessus pour corriger. » Donc, en intégrant ça à ce moment-là, il y avait beaucoup moins de retours et en fait, tout le monde travaillait beaucoup mieux et on avait un produit encore de meilleure qualité. On avait aussi mis en place un planning hebdomadaire. Donc, tous les lundis, on avait un atelier vision avec les PO. Donc, j'avais plusieurs PO. Ils adoraient ce moment-là. C'était le moment un peu créatif où, en fait, on avait l'expression de besoin. Et du coup, il fallait dessiner les maquettes, comment on peut faire ça. Et ce qui est intéressant, c'est que dans notre atelier vision, en fait, on avait un développeur. C'est-à-dire que le développeur, il était là pour nous aider à nous dire est-ce que cette donnée-là, est-ce que cet API-là, pour pas en fait imaginer des choses qu'on ne pourra pas faire. Parce qu'effectivement, on était dépendant des API ou des données qu'on avait et on n'avait pas la main sur ces choses-là. Donc, au moins, dès qu'on sortait de l'atelier vision, on avait une idée plus concrète de ce qu'on allait concevoir, enfin, moi en tout cas de ce que je devais designer, mais on était sûr aussi de c'est faisable et on a les bonnes données. Le lundi, on avait aussi une semaine sur deux le brief de début de sprint. Donc en fait, j'avais un développeur qui me briefait sur ce qui avait été pris dans le sprint et s'il manquait des petites choses en design sur lesquelles moi je devais travailler en priorité pour qu'eux ils soient sereins dans leur sprint pour avancer. Et le vendredi, je participais au sprint review et rétrospective, donc quand c'était nécessaire pour améliorer les process. Autant dire qu'à la fin, j'avais plus grand-chose à dire. Et bien sûr, n'importe quand, mais partager des itérations aux équipes sur Slack. Donc effectivement, moi, dès que j'ai matérialisé la vision qu'on avait fait pendant l'atelier, je partage aux développeurs. Et eux, ça leur permet aussi d'être inclus plus en amont dans la conception et pas justement être des exécutants. Et d'avoir une visibilité, de dire « Ah, ok, c'est bien » ou « Ah, est-ce que tu as pensé à ça ?» ou « Ah, mais je ne suis pas sûre que cette donnée, on l'a là. » Donc en fait, comme ils ont tous la visibilité, ils ont tous de la connaissance, ils n'ont peut-être pas forcément toute la même connaissance, ils peuvent apporter leur expertise pour compléter ma maquette et ma conception. Le deuxième cas, c'était chez un pure player. Donc là, le contexte, c'est 3 équipes avec chacune un PO, 2 devs iOS, 2 devs Android, 1 dev Angular et un QA sur le même produit. Donc 3 équipes sur le même produit. Le produit, il était en application mobile iOS, mobile Android, web mobile et desktop. Environnement agile, Scrum, produit. Et il y avait une particularité, c'est que les PO, ils n'allaient pas trop vers les utilisateurs, donc le PM, il était obligé de leur mettre des objectifs dans ce sens. C'est-à-dire qu'il faut que vous alliez chercher auprès des utilisateurs. Alors, pareil, un planning en fait. Donc là, on était plusieurs designers, on avait plusieurs PO, donc en fait, on avait un weekly avec les PO le lundi,
pour prioriser les demandes et les imprévus et la repriorisation, parce que 3 PO qui nous disent cette US elle est urgence pour mon prochain sprint, nous on ne peut pas se dédoubler, ok, on vous met dans la même salle et vous décidez lequel peut déprioriser son US. Après on avait des daily design, donc là c'est vraiment entre designers, parce que même au sein du produit, mais en fait on avait d'autres produits, donc vraiment partager ce qu'on fait et mutualiser. Moi, ça m'est arrivé, je travaille sur un parcours et en fait mon collègue un mois après sur son autre produit il travaille sur le même parcours. Ok, en fait tu prends mon parcours, tu adaptes, tu changes les couleurs, mais en fait tout le travail que j'ai fait tu peux le réutiliser, tu gagnes du temps. On avait aussi des points avec les intégrateurs sur les designs embarqués dans leur sprint. Donc les intégrateurs ils avaient un sprint spécifique. Et avant, c'était, on faisait les designs, on les donnait au PO, et le PO allait voir les intégrateurs pour leur présenter les maquettes et voir s'ils les prenaient dans le sprint. Autant dire qu'il y avait beaucoup d'informations qui se perdaient. On arrivait à faire des revues d'intégration, mais en fait, ça, c'est pas bon, ça, il manque ça, pourtant, je l'ai mis dans mon design, je comprends pas. Donc, on a dit, ok, en fait, on fait un point designer directement avec les intégrateurs. Et comme ça, on échange. Il me dit, ah oui, est-ce que tu as pensé à ça? Comment ça se passe ça? Et si par rapport à l'US sur laquelle je suis, en fait, il y a trop d'inconnus, en design, il manque beaucoup trop de travail, eux, ils n'apprennent pas dans leur sprint. Et s'il manque peu de choses, en fait, je vais corriger mes maquettes et eux, ils peuvent leur prendre dans leur sprint qui commence le mercredi. Et ils sont quand même plus sereins sur leur conception, parce qu'avant, c'était en plein milieu de sprint, il manque ça, comment ça se passe et tout. Attends, moi, je suis sur autre chose, je suis en urgence, je ne peux pas t'aider. Donc, on est tous plus sereins. Et après, on avait fait aussi des points le jeudi, design, pour échanger avec le PM qui valide. Parce qu'effectivement, on avait des demandes qui venaient des PO, qui est la responsabilité est au niveau du PO. Donc, ok, on échange avec lui, il valide. Mais on avait des demandes qui venaient du PM. Et du coup, c'était un peu, ok, le design, il envoie au PO, le PO envoie au PM, le PM répond au PO, le PO transmet au designer. Trop long. Du coup, on a dit, ok, on fait un point avec le PM et tous ces sujets, comme ça, il les voit rapidement et on itère rapidement. En plus, on est sur du pure player, il y a quand même du time to market, donc on ne peut pas se permettre d'avoir un sujet qui traîne 1 ou 2 mois entre les échanges, quoi. Ou quand le PO oublie de nous dire que le PM avait dit que... Voilà. Bien sûr, on a aussi les échanges informels, donc n'importe quand, on va voir le PO, aller voir les développeurs. Et on a la rétro-design. Donc là, la rétro-design, c'était vraiment pour améliorer nos process et notre fonctionnement avec les autres équipes et entre nous. Donc les autres équipes, c'était un ambassadeur, on avait un ambassadeur de chaque équipe, parce qu'on avait tous les développeurs qui arrivaient à notre rétro-design, on était un peu en minorité. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir un ambassadeur qui récoltait les feedbacks des développeurs, enfin de développeurs iOS et développeurs Android, et il les remontait. Et du coup, ça permettait de nous améliorer sur notre fonctionnement, sur eux, sur leurs besoins, et du coup de travailler plus efficacement ensemble. On a aussi mis en place, on a clarifié notre process, parce que effectivement, pour beaucoup, en fait, ils ne comprenaient pas comment on travaillait. Mais côté design, parce que côté les PO ne savaient pas trop comment ça se passait au niveau qui travaille sur quoi, les développeurs ne savaient pas trop comment on fonctionnait. Et en fait, quand on a présenté ça aux équipes produits, les développeurs, ils ont dit, en fait, mais nous, les développeurs, à la base, c'était que là. Ils disent, mais nous, on a intégré trop tard. En fait, on n'est pas... déjà, le sentiment d'exécutant, il est encore plus vrai quand ils sont que à ce niveau-là. Et du coup, ils ont été remontés. Dès qu'en fait, on a une première idée de solution, en fait, il y a un échange PO designer dev pour justement me dire, ok, est-ce que c'est faisable? Quel coût ça? Parce que si c'est un coût trop grand et que ça apporte peu de valeur, mais en fait, je vais peut-être ajuster moi mon design. Et il y a aussi le PO pour arbitrer, pour prioriser. Ensuite, on va avoir le design sur Confluence. Je sais que les designers, ils n'aiment pas trop Confluence, ils aiment encore moins Jira. Pourtant, c'est hyper intéressant parce que c'est un outil que beaucoup d'équipes utilisent. Il est souvent couplé à Jira. Et donc voilà, donc c'est un outil qui est déjà présent dans l'écosystème et l'utiliser pour le design, pour centraliser la connaissance sur le design et mettre à disposition de tous. Donc voilà, c'était vraiment
mettre, qui sont les membres de l'équipe design, qui fait quoi, quelles sont nos expertises, qui travaille sur quel produit, et alors qui a les droits pour donner des licences aussi, c'est pas mal. Mais vraiment centralisé, et là, il n'y a pas d'excuse de c'est un autre outil, j'ai pas mes identifiants, c'est votre outil que vous utilisez au quotidien. L'accès à la page, c'est très facile. Dernière partie, c'est comment le design alimente le delivery. Donc, côté discovery et delivery, ça va être vraiment une boucle d'amélioration continue. Ça va être vraiment, côté discovery, je vais recueillir des informations, des feedbacks, des besoins, des problématiques au niveau des utilisateurs. On va forcément un peu prioriser, et après, en fait, on va le délivrer dans un premier temps la meilleure solution, celle qui correspond aux besoins. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va s'alimenter en continu, parce qu'une fois que je l'ai livré aux utilisateurs, en fait, je vais pouvoir recueillir du feedback donc, sur leur utilisation, mais aussi des données. C'est-à-dire comment ils utilisent ma fonctionnalité, est-ce que j'ai des choses à améliorer. Donc voilà, tout ça va s'alimenter, et ce que je vais recueillir en feedback ici va pouvoir alimenter ma discovery, et ainsi de suite. Si on imagine que le design alimente le delivery avec une tree track, donc la dual track, je pense que vous la connaissez, moi je l'ai splittée pour splitter la user research et le product design. Donc côté user research, donc vraiment compréhension des besoins, des problèmes, des comportements utilisateurs, on peut imaginer des boucles où en fait, on va étudier un problème, un besoin, on a envie de chercher ça. On ne va pas forcément avoir une idée, un problème qui va ressortir qu'on va pouvoir exploiter ensuite. Donc on va avoir des boucles, et certaines vont produire quelque chose que, après, côté product design, on va pouvoir exploiter. Pareil, toutes les boucles ne vont pas forcément donner de la donnée pour l'équipe de développement, mais des fois, en fait, on va avoir quelque chose d'assez concret qui va pouvoir alimenter le développement pour justement concevoir, construire ce que côté design, on a imaginé. Et du coup, on va avoir l'incrément et on va le mettre en production. Et comme je disais, cet élément en production, on va pouvoir l'analyser aussi, autant sur les données que sur les comportements utilisateurs, et c'est ce qui va remonter et alimenter la user research. Donc, les tracks elles fonctionnent simultanément, et ça permet d'itérer chaque aspect. Donc forcément, le designer, côté design, pour alimenter le delivery, il doit travailler au rythme des sprints et de manière continue. Donc c'est contre-productif de concevoir sur le produit, tout le produit en amont du développement, parce qu'en fait, il y aura sans doute beaucoup trop de rework à faire. Donc autant travailler petit à petit. Le designer, il va toujours travailler en avance de phase. Il va falloir qu'il soit suffisamment en avance pour ne pas les retarder. Il va devoir respecter la taille des sprints, suivre le rythme de la création des US et bien sûr se coordonner avec le PO. On va pouvoir aussi s'aider d'un design system. Donc le design system, c'est un ensemble de blocs de construction et de normes qui aident à assurer la cohérence visuelle des produits et des expériences. Donc c'est une source d'information unique. Ça permet de simplifier les workflows, ça favorise la collaboration entre les équipes et ça permet d'accélérer le processus de développement. Le design system, ça met vraiment à disposition une bibliothèque d'éléments qui sont approuvés. Donc, normalement, on est serein sur la manière de les utiliser et on gagne énormément de temps. C'est-à-dire qu'à un moment, en fait, moi, je suis en mode Lego. Si je prends mes petits composants, je les assemble et c'est terminé. Et ensuite, en utilisant Confluence et Jira. Donc, Jira, l'outil d'ingénieur qui peut devenir celui designer. Donc, la charge de travail de design, backlog Jira, c'est visible par tous les membres de l'équipe. Donc, le PO, il peut savoir où est-ce qu'on en est en design, il a de la visibilité. Et il n'y a aucune difficulté pour le consulter pour les équipes de développement. En conclusion, l'intégration du design dans les processus agiles, elle est cruciale, mais elle ne peut pas être standardisée. Elle doit s'adapter à chaque projet, aux spécificités des équipes de production et des designers. Le design bien intégré au sein du projet apporte une réelle valeur ajoutée. Donc, côté business, ça va être une meilleure réponse aux attentes du marché. Côté utilisateur, c'est répondre à leurs besoins. Et côté développement, c'est une meilleure vélocité des équipes en anticipant les problématiques et en réduisant les itérations.
La clé, elle réside dans une communication constante et transparente avec une approche véritablement collaborative et itérative. Cela implique de co-concevoir avec les designers leur place dans les équipes agiles et vis-à-vis des Scrum Teams afin d'exploiter pleinement leur potentiel dès le début du projet. Donc, je vous ai dit beaucoup de choses et vous pouvez sans doute vous poser la question, mais par où je commence? Donc, premièrement, ce serait mettre en place le fonctionnement actuel, mettre à plat le fonctionnement actuel. Donc, dans l'équipe design, avec les autres équipes, c'est quoi les moyens de collaboration, les cérémonies. Donc là, vous avez Team Topology pour faire ça. Et aussi avoir une rétro-design, c'est-à-dire faire une rétro pour comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et ce que chaque membre de chaque équipe attend pour être optimal et apporter de la valeur. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts à vous lancer? Merci pour votre attention.